Douzième perle à notre collier, par quelqu'un qui devient désormais et malgré lui un habitué de cette série. J'ai nommé Laurent, soi-disant terre à terre, que comme moi vous aurez peut-être à l'issue de cette vidéo rebaptisé Laurent tête dans le sable. Car si les huîtres produisent des perles, il semblerait que les autruches le fassent elles aussi. D'aucuns parleraient également de Carassin doré vu sa tendance à, je cite, tourner en rond dans ce qu'il pense être son bocal, et à se dire que les sous-marins qu'il heurte sont en tort puisqu'ils n'ont rien à faire là. Pour ma part, je vais rester à la comparaison avec l'estrutionidés. Quand bien même l'expression « faire l'autruche » vient uniquement d'une idée reçue et non d'une réalité concrète, elle est depuis longtemps passée dans le langage courant et son sens est sans ambiguïté. Laurent fuit la réalité, il est littéralement incapable d'y faire face. Avant de commencer, je tiens à m'excuser platement auprès de Laurent, car j'ai commis une bévue dans ma vidéo précédente qui lui était consacrée. Il n'est pas l'auteur de la pseudo-démonstration concernant la tour de Constance. J'ai donc mentionné son prénom à tort. Cela dit, il m'a également avoué avoir une totale confiance en l'auteur original de la vidéo qu'il n'a fait que relayer et ne reconnaît strictement aucune erreur à cette dernière, alors qu'elle en est truffée, voire farcie. Revenons à notre drôle d'oiseau inapte au vol. Après l'épisode de la tour de Constance, ce dernier s'est reconverti dans l'analyse de films et de séries, croyant déceler dans le 7e art des preuves incontestables de l'aspect discoïde de notre bonne vieille Terre. Mais chaque fois qu'on lâche un objet... Qui parle? Pardonnez-moi, maîtresse. J'écoutais. Parle, Davus. Si la Terre se mouvait, n'importe quel objet devrait, en tombant, se retrouver un pas derrière nous. Nous subirions un vent contraire incessant qui perturberait le vol des oiseaux. En termes de preuves stricto sensu, on repassera. Laurent est ensuite revenu à ses premières amours, à savoir les tentatives de démonstration que la Terre ne peut en aucun cas être un globe. Et comme précédemment, il se plante lamentablement quoi qu'il fasse. Et en plus, vous allez le voir, il se répète. Il tente de faire du neuf avec du vieux. Il prétend vous vendre du frais alors qu'il n'a que du réchauffé. Bref, il se recycle. Voyez vous-même. Le 23 décembre 2023, Laurent sort une vidéo pompeusement intitulée « Le globe est faux ». Notez la minuscule à globe, ce qui est normal, et la majuscule à faux. Tiens, il me semble que le propriétaire de la chaîne L'Observatoire du Plat avait déjà relevé cette faute, car c'en est une, dans une vidéo datée du 16 mars 2023, soit 9 mois plus tôt. Je vous conseille par ailleurs de mettre cette vidéo-ci sur pause et d'aller voir celle dont je parle si ce n'est pas déjà fait. Vous constaterez que notre volatile habitué à la fuite ne propose finalement presque rien de neuf. Je dis bien presque, parce qu'il y a tout de même quelques petits éléments intéressants, et qui sait, il est possible que vous appreniez 2 ou 3 choses au passage dans ce qui va suivre. La vidéo de Laurent dure presque 7 minutes. Étant soumis à la loi de Brandolini, selon laquelle affirmer une ineptie demande bien moins de temps et d'énergie que de réfuter cette dernière, il est possible que cette vidéo soit beaucoup plus longue. Je me vois donc contraint de la subdiviser en plusieurs chapitres. Ici, nous venons de terminer l'introduction et la mise en contexte. Libre à vous de sauter d'un timecode à l'autre pour visionner ce qui vous intéresse. Chapitre 1. La vidéo de Laurent en accéléré. Les images du soleil présentées dans cette vidéo, vous ne les verrez jamais dans les médias. Et pour cause. Elles détruisent le globe, qui trône sur les étagères de toutes les écoles du monde. Prenez le temps de regarder, si vous souhaitez vraiment vous interroger. Et vous pourrez vérifier par vous-même, l'exactitude des images réelles, pléonasmes, du soleil, en les comparant, avec un globe terrestre d'école. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Un peu de concentration dans d'une pipe. Continuons. Lever du soleil à Auckland, Nouvelle-Zélande, coucher de soleil à Cadix, Espagne. Le soleil s'est levé à 6h06 à Auckland, et couché à 18h20 à Cadix. Coordonnées de la webcam située à Auckland, le 12 novembre 2023, au lever du soleil. Latitude, 36 degrés 49 minutes, sud. Longitude, 174 degrés 48 minutes, est. Coordonnées de la webcam située à Cadix, le 11 novembre 2023,
au coucher du soleil. Latitude, 36 degrés 16 minutes, nord. Longitude, 6 degrés 5 minutes, ouest. Le soleil est déjà levé à Auckland. Et dans le même temps, il n'est pas encore couché à Cadix. Impossible sur le globe. Pourquoi? Impossible de situer Auckland et Cadix sur cette image officielle de la NASA, datée du 12 novembre 2023. Nouvel exemple à Auckland et à Cadix. Lever du soleil à Auckland, Nouvelle-Zélande, coucher de soleil à Cadix, Espagne. Le soleil s'est levé à 5h56 à Auckland et couché à 18h11 à Cadix. Coordonnées de la webcam située à Auckland, le 17 décembre 2023, au lever du soleil. Latitude, 36 degrés 47 minutes, sud. Longitude, 174 degrés 46 minutes, est. Coordonnées de la webcam située à Cadix, le 16 décembre 2023, au coucher du soleil. Latitude, 36 degrés 31 minutes, nord. Longitude, 6 degrés 18 minutes, ouest. Ici encore, la durée d'ensoleillement à Auckland et à Cadix est trop importante pour valider le globe. Le soleil ne peut pas briller aussi longtemps au même moment à Auckland et à Cadix, sur le globe. Et ce n'est pas la réfraction atmosphérique, ou la parallaxe du soleil, qui va nous prouver quoi que ce soit. Les savants de l'Observatoire de Paris publient ce document hilarant, où il est écrit « Accélération des étoiles fixes ». Inutile de s'attarder sur le sujet. Écoutons plutôt les témoignages des navigateurs François Gabard et Hervé Riboni. Tout le monde pourra vérifier leurs propos sur un globe terrestre d'école. Nous sommes les témoins vivants du plus gros mensonge de toute l'humanité, à savoir le faux, avec une majuscule, globe. L'opinion publique devrait demander des comptes aux agences spatiales, aux savants, et aux politiques, au lieu de cracher sur les gens qui ont parfaitement compris cet incommensurable mensonge. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations à la fois, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, nous allons y aller pas à pas. Chapitre 2. À propos des antipodes. Dans ma vidéo consacrée aux coordonnées et repères géographiques, j'ai brièvement parlé de la notion d'antipode, mais j'ai été assez imprécis dans la façon de calculer ces derniers. Pour rappel, les antipodes, c'est l'endroit exact où l'on arriverait si on creusait un puits exactement à la verticale pour arriver pile de l'autre côté de la planète. Bien que l'idée soit intéressante en théorie, je vous déconseille d'essayer de la mettre en pratique. Si vous connaissez vos coordonnées exactes en termes de latitude et de longitude, le calcul pour connaître vos antipodes est en fait assez simple. Prenons par exemple les coordonnées suivantes, 45 degrés nord, 65 degrés est. Ces données, prises complètement au hasard, vous envoient à quelques kilomètres au sud de Terenozek, au Kazakhstan. À présent, cherchons-en les antipodes. Pour la latitude, c'est facile. Il suffit de remplacer nord par sud et le tour est joué. En ce qui concerne la longitude, une soustraction suffit. Vous partez de 180 degrés, vous retranchez la valeur de votre longitude et vous inversez le point cardinal. Donc l'opposé de 65 degrés est, ce sera 115 degrés ouest. Vous voilà donc rendu quelque part dans le Pacifique Sud, à environ 2000 km au sud de l'île de Pâques. Reste à jongler avec les sous-unités du degré d'angle, à savoir les minutes et les secondes. Si vous êtes habitué à le faire avec les sous-unités de l'heure, ça ne devrait pas vous paraître trop difficile, étant donné que les calculs sont exactement les mêmes. Alors, pourquoi vous parlez-je de tout ça? Eh bien, en raison du choix de Laurent en ce qui concerne les localisations des différentes webcams filmant respectivement les levées de soleil en Nouvelle-Zélande et les couchers en Espagne. En effet, les villes de Cadix et Auckland sont quasiment antipodales l'une de l'autre. Quasiment, mais pas tout à fait. Démonstration. Allons-y, une caméra après l'autre. La première se trouve au Yacht Club de Devonport. Bien que les coordonnées indiquées par Laurent soient exactes en termes de degrés et de minutes, elles n'indiquent pas les secondes, ce qui peut mener à une marge d'erreur de plusieurs kilomètres. Mais au vu de la taille de la planète, on lui pardonnera aisément cette négligence. D'autant que vous allez voir assez vite que les antipodes de ces coordonnées sont assez éloignés de la seconde caméra. Seconde caméra qui ne se trouve pas à Cadix même, mais à Conil de la Frontera, et plus précisément à la Playa de la Fontanilla. Excusez-moi pour l'accent, je n'ai jamais appris l'espagnol. Et dont les antipodes se trouvent dans la mer de Tasman, à une bonne centaine de kilomètres de la première caméra. Retour à Auckland. La troisième caméra se trouve à Takapuna Boating Club, soit à environ 5 km 600 de la première. À l'échelle planétaire, la différence est négligeable. On peut donc s'attendre à ce que ces antipodes soient relativement proches de ceux de la première caméra. C'est le cas.
on se retrouve dans la même forêt à un peu moins de 100 km de la plage de la Caleta où se trouve la 4e caméra. Plage de la Caleta donc, dont les antipodes se trouvent une nouvelle fois dans l'eau, à une centaine de kilomètres du Takapuna Boating Club. J'ai soudainement une furieuse envie de voyager, moi, pas vous? Quoi qu'il en soit, les repères choisis par Laurent sont presque antipodaux. Presque, mais pas totalement. Et pour que sa démonstration tienne, il aurait fallu qu'il le soit à la minute et à la seconde près, mais ce n'est pas le cas. Nous y reviendrons. Chapitre 3. Croiser les sources. Si vous avez déjà suivi quelques vidéos de ma chaîne, et notamment de cette série, vous connaissez déjà au moins un des outils en ligne qui seront utilisés dans ce chapitre, à savoir Stellarium. Les deux autres sont respectivement toutiempo.net, que je prendrai avec un peu plus de pincettes, ainsi que Space Engine, qui quant à lui est un logiciel payant aux fonctionnalités multiples, mais qui peut notamment servir de planétarium, et dont les données en ce qui concerne l'espace proche sont rigoureusement exactes en regard des connaissances scientifiques actuelles. Je précise également que les seules heures de référence que j'utiliserai, qu'importe le logiciel, sont les heures UTC. Pour connaître les heures locales, il suffit d'ajouter 1 pour Cadix, sachant que les images ont été prises à l'heure d'hiver, et 12 pour Auckland. Commençons par Stellarium. Le 11 novembre 2023 à 17h16 UTC, il est donc 18h16 à Cadix et 6h16 du matin le lendemain et pourtant au même moment à Auckland. Je rappelle que la Nouvelle-Zélande est parmi les premiers pays à passer au lendemain alors que le reste du monde n'en est encore qu'à aujourd'hui. Pas de quoi s'alarmer, ça arrive tous les jours. Pour faciliter l'observation, choisissons un horizon entre guillemets plat comme l'océan. Assurons-nous que le fuseau horaire choisi est bel et bien l'heure UTC, puis réglons la date et l'heure, et ensuite le lieu, de façon à être à Conil de la Frontera, et le soleil se couche, direction ouest-sud-ouest. Gardons cette information, elle pourrait nous servir plus tard. Au même moment, à Devonport, le soleil se lève, à l'est-sud-est. Passons à la deuxième date, à savoir le 17 décembre 2023 à 17h01 UTC. À la plage de la Caleta, le soleil est en train de se coucher, encore un peu plus vers le sud-ouest par rapport à l'observation précédente. Au même moment, vu depuis Takapuna Beach, le soleil se lève un peu plus vers le sud-est que précédemment. Je ne suis pas en train de faire une fixette sur la rose des vents. Ces informations sont importantes et feront l'objet d'un chapitre ultérieur. Voilà pour Stellarium. Cela dit, comme l'indique le titre de ce chapitre, il est nécessaire de croiser les sources. Je vais donc utiliser le site toutiempo.net que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo précédente. L'une de ses fonctionnalités est de fournir un planisphère interactif permettant de voir quelle portion de la Terre est éclairée par le Soleil, à une date et une heure bien précises. Si je prends ce site avec des pincettes, c'est que comme l'Observatoire du Plat l'a dit dans l'une de ses vidéos, le site ne précise pas s'il prend ou non en compte la réfraction atmosphérique au lever et au coucher du Soleil. Nous y reviendrons. Néanmoins, pour l'observation qui nous intéresse, cela ne devrait pas nous poser de problème. Voyons plutôt. Le 11 novembre 2023 à 17h16 UTC, les zones concernées sont visiblement aux extrémités, mais rien ne semble empêcher le Soleil d'être sur le point de se coucher à Cadix tandis qu'il se lève à Auckland. Et sur la carte du 17 décembre à 17h01 UTC, le constat est le même. À ceci près qu'en se rapprochant du solstice et donc de l'été austral, la Nouvelle-Zélande est éclairée plus tôt que précédemment. On peut également noter que sur ce planisphère, le continent antarctique n'est presque pas du tout atteint par la nuit, quelle que soit l'heure, mais je propose de garder ça pour un autre chapitre. Passons au troisième logiciel, à savoir Space Engine. Alors mettons tout de suite les choses au clair. Bien qu'il soit payant et disponible à l'achat sur la plateforme Steam, ce n'est pas à proprement parler un jeu. C'est avant tout un planétarium, et les données concernant le système solaire, les étoiles proches et tous les autres objets connus et observés y sont continuellement maintenus à jour. Et comme notre observation ne concerne que la Terre dont les données qui nous intéressent sont parfaitement documentées, on se fiche totalement de savoir si une lune en orbite autour d'une exoplanète lointaine est oui ou non conforme à la réalité. Et en ce qui concerne Cadix et Auckland aux deux dates mentionnées, qu'observe-t-on ? Eh bien, rien de neuf sous le soleil apparemment. Celui-ci se couche petit à petit sur la première, alors qu'il s'est déjà levé sur l'autre. Chapitre 4. Comparons les images. Laurent me l'a déjà fait savoir. Il est fâché avec les mathématiques, et je ne peux que le comprendre. À l'époque où j'étais écolier, j'ai moi-même dû me battre avec les nombres, les grandeurs et les formes géométriques, pour ne serait-ce qu'en toucher du bout des doigts les subtilités. À ma décharge, j'étais et je reste un littéraire, pas un matheux. À présent que je les enseigne, à l'école primaire entendons-nous, j'ai appris à les apprécier, même si je reste cantonné à la frontière de ce pays mystérieux et pour ainsi dire presque inaccessible.
Les mathématiques, pourtant, restent une base indispensable pour s'aventurer dans le monde de la physique et des sciences en général, et l'on ne peut se jeter dans cet océan hostile et implacable, bien que merveilleux, sans l'indispensable bouée que sont les nombres, les grandeurs et les formes. Pourtant, Laurent l'a fait, et il s'y est noyé. Revenons à cet extrait. Le soleil est déjà levé à Auckland. Et dans le même temps, il n'est pas encore couché à Cadix. Impossible sur le globe. Pourquoi ? Impossible de situer Auckland et Cadix sur cette image officielle de la NASA, datée du 12 novembre 2023. On notera à la fois que Laurent a tendance à abuser du terme impossible sans avoir seulement essayé, mais également qu'il fait preuve d'une certaine rigueur pour étayer cette affirmation, en nous donnant les moyens de la vérifier par nous-mêmes, ainsi que d'un certain masochisme en nous donnant directement l'image qui nous permet de le contredire. Il y a une expression pour ça, tendre le bâton pour se faire battre. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il le fait, mais bon, une chose à la fois. Avant de passer à la suite, permettez-moi une petite parenthèse. Le satellite Discover, ou Deep Space Climate Observatory, qui a pris cette photo, se situe précisément au point de Lagrange L1 entre la Terre et le Soleil. C'est-à-dire, pour simplifier, qu'il est attiré de façon égale par la Terre et le Soleil, et qu'en étant tourné vers notre planète, il en observe perpétuellement la face éclairée. C'est à partir d'un cliché en particulier de ce satellite que Laurent se base pour tenter de démontrer son hypothèse, comme quoi le globe serait en réalité une fraude. Et avec une seule photo, il arrive à se vautrer. C'est... j'ai pas de mots. Laurent élève l'ignorance et l'inculture au rang d'art, et il ne le fait même pas exprès. Mais pardon, j'anticipe. Voici l'image extraite de la vidéo de Laurent. Et voici une capture d'écran du site officiel de la NASA mentionné dans la description. Dans les deux cas, les mesures y sont indiquées en miles. L'échelle n'y est pas la même, mais les représentations et les distances indiquées sont identiques. Voici maintenant la même page avec les mesures dans le système métrique. Je suis désolé, mais je ne suis pas familiarisé avec les mesures impériales. Mais la NASA l'avait prévu. Je vais donc me baser sur le système dont j'ai l'habitude. Vous constaterez que l'image reste absolument la même. En réalité, si je convertis ces mesures en kilomètres, c'est par facilité pour ce qui va suivre dans quelques paragraphes. Chapitre 5. Un peu de géographie. Comme vous le savez certainement, les coordonnées géographiques se mesurent en croisant la latitude d'une part et la longitude d'autre part. Petite parenthèse, si vous cherchez des coordonnées précises sur Google Maps sans connaître le nom de l'endroit où vous souhaitez vous rendre, c'est assez simple et je m'en suis d'ailleurs servi pour préparer cette vidéo. Il suffit, d'une part, de considérer le nord et l'est comme des valeurs positives et le sud et l'ouest comme des valeurs négatives. C'est totalement arbitraire, mais c'est comme ça. D'autre part, d'entrer les coordonnées dans la barre de recherche en donnant d'abord la latitude, puis la longitude, en les séparant par un espace et une virgule, et en précisant les signes des degrés et des minutes. Par exemple, 50 degrés 28 minutes, virgule 4 degrés 52 minutes. Dans ce cas-ci, vous allez vous retrouver dans une petite ville plutôt sympa. Par contre, si vous ajoutez un moins devant 4 degrés 52 minutes, vous vous retrouverez dans une terre potentiellement hostile où personne ne comprend le wallon. Mais je m'égare. Si les notions de latitude et de longitude ne vous sont pas familières, je vous renvoie à ma vidéo consacrée à ce sujet et je vous attends. Vous êtes revenu ? Ou bien peut-être que vous n'étiez tout simplement pas parti. Peu importe. Partons donc du principe que les mots latitude et longitude n'ont plus aucun secret pour vous. Cela devrait être également le cas pour méridien et parallèle. Revenons à la capture d'écran de Laurent concernant l'impossibilité de voir simultanément Cadix et Auckland sur cette photo pourtant officielle de la NASA, datée du 12 novembre 2023. Oubliez la photo de la Terre. La couverture nuageuse y est telle qu'elle la rend inexploitable pour ce que nous y cherchons. Cela dit, prêtons un peu plus d'attention au schéma de la Terre à gauche de l'écran. Les méridiens et les parallèles y apparaissent à raison d'un tous les 10 degrés, ça tombe plutôt bien. Allez, gros plan sur le schéma, et on met l'équateur en surbrillance. On descend de 40 degrés vers le sud, et qu'est-ce qu'on voit en bas à gauche ? Des terres émergées qui ne peuvent correspondre à de telles latitudes qu'à la Nouvelle-Zélande. Et dans le même temps, en remontant d'environ 40 degrés vers le nord, qu'est-ce qu'on voit en haut à droite ? Évidemment, la côte ouest de la péninsule ibérique. Attention, cela ne veut pas forcément dire que Cadix et Auckland apparaissent effectivement sur le cliché. Pour le vérifier, je vous propose de passer au chapitre suivant. Chapitre 6. Un peu de géométrie. Pour la démonstration qui va suivre, je vous invite à installer le logiciel GeoGebra. Il est totalement gratuit et offre un nombre de possibilités qui dépasse largement celles auxquelles je ferai appel au cours de cette démonstration. Pour commencer, ouvrez une nouvelle session
et choisissez l'onglet Géométrie. Dans l'onglet Cercle, ouvrez l'option Centre rayon. Cliquez dans la zone de travail et entrez la donnée 6378. Valeur qui correspond, vous l'aurez compris, au rayon moyen de la Terre mesuré en kilomètres. Dézoomez et vous voilà avec un cercle de centre A. Libre à vous de le rebaptiser centre. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Prenez n'importe quel point sur le cercle et rebaptisez-le surface. Si vous mesurez la distance entre le centre et la surface, vous verrez que la valeur sera toujours de 6378. Maintenant, tracez un autre point sur le cercle. Appelez-le Oakland. Ensuite, tracez un angle de mesure donné en prenant Oakland comme premier point, centre comme sommet, et entrez la donnée 179 comme valeur d'angle. Un point Oakland prime vient d'apparaître. Renommez-le Cadix. L'angle entre Oakland et Cadix est de 179 degrés, ce qui correspond, à quelques minutes près, à la différence de longitude entre ces deux villes. La différence de latitude étant quasiment négligeable, nous n'en tiendrons ici pas compte, même si dans la réalité, elle a également une influence sur les observations des levées et couchers de soleil. Félicitations, vous venez de réaliser une coupe de la Terre dont Oakland et Cadix sont quasiment à l'opposé l'une de l'autre. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Familiarisez-vous avec les fonctions zoom avant et zoom arrière, vous en aurez besoin prochainement. Revenez à l'onglet Cercle Centre Rayon et choisissez Centre comme centre de votre nouveau cercle. Entrez la valeur 1 556 575. Validez, mais ne dézoomez pas tout de suite. Tracez la bisectrice Oakland Centre Cadix. Dézoomez. Tracez l'intersection entre la bisectrice et le grand cercle. Renommez le point de droite Discover, ce qui correspondra à la position du satellite éponyme au moment du cliché mentionné plus tôt dans la vidéo. Tracez les tangentes entre Discover et le cercle représentant la surface de la Terre. Tracez les intersections entre chacune de ces tangentes et ce même cercle. Deux points B et C viennent d'apparaître. Zoomez alternativement sur chacun d'entre eux. Les points B et C représentent en quelque sorte l'horizon au-delà duquel le satellite Discover n'a pas la possibilité de photographier ce qui s'y trouve. Que constate-t-on ? Que les points correspondant à Oakland et Cadix se trouvent à l'intérieur du champ de vision du satellite. Oh, ça ne s'est pas joué à grand-chose. À 29 km 520 de part et d'autre, pour être précis. À l'échelle de la planète, ces distances sont minuscules. Mais elles existent. Ajoutons à cela que la valeur de 1 555 575 représente la distance du satellite en kilomètres par rapport au centre de la Terre. Si je reporte cette même distance par rapport à la surface, je fais reculer le satellite, ce qui augmentera son champ de vision, et donc ses chances d'observer simultanément les deux villes. Bien sûr, ma démonstration comporte des failles. D'abord, je n'ai tenu compte que de la longitude et pas du tout de la latitude, alors que ces deux données auraient dû être prises en compte. Désolé, je ne maîtrise pas encore suffisamment le dessin en 3D pour m'y essayer. Ensuite, j'ai tracé un cercle parfait pour représenter la Terre, alors que j'aurais plutôt dû tracer une ellipse. Cependant, vu les distances concernées, je ne suis pas sûr qu'une différence de quelques dizaines de kilomètres dans un sens ou dans l'autre aurait fondamentalement changé le résultat. Pour terminer, je n'ai tenu compte que de la distance de Discover par rapport à la Terre au moment de la photo, alors que celle-ci évolue constamment. La position du point de Lagrange L1 où se trouve le satellite change non seulement à cause du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil, mais aussi en raison des variations de distance entre notre planète et son étoile. L'orbite n'est pas circulaire mais elliptique. Avant de passer au chapitre suivant, j'aimerais encore apporter une petite précision concernant le satellite Discover. Comme je l'ai indiqué, il est situé au point de Lagrange L1 entre la Terre et le Soleil, à une distance moyenne de 1,5 million de kilomètres de notre planète. Son rôle principal est de nous avertir des tempêtes solaires environ 1 heure avant que celles-ci atteignent la Terre. Car c'est une réalité que les platistes semblent ignorer, mais ce phénomène naturel existe, et il a des répercussions principalement sur le réseau électrique. Mais sur la page Wikipédia qui y est consacrée, il y a un petit raccourci que je juge important de corriger, étant donné qu'il a une incidence directe sur le contenu de la vidéo de Laurent et donc de la mienne. Il y est indiqué que Discover, je cite, fournit en permanence une vue complète en temps réel de la surface éclairée de la Terre. Eh bien, en réalité, c'est inexact. Le Soleil éclaire bel et bien en permanence la moitié de la Terre. Forcément, il est 109 fois plus grand en termes de diamètre et il émet de la lumière dans toutes les directions.
On se retrouve bien avec une surface éclairée qui correspond à 180 degrés d'angle. La différence de longitude entre Cadix et Auckland étant inférieure à 180 degrés, il est parfaitement normal que le Soleil se lève sur la seconde alors qu'il n'est pas encore couché sur la première. Mais ce n'est pas la question. Pour observer l'ensemble de la face éclairée de la Terre, il faudrait s'en trouver une distance en réalité infinie. C'est mathématique. Les tangentes que vous observiez dans la démonstration qui a précédé seraient alors des parallèles parfaites et par définition, elles ne se rencontreraient jamais. Donc non seulement Discover ne se trouve pas à une distance infinie de la Terre, mais en plus le grossissement de ses caméras n'est pas infini non plus. Excusez-le. Après tout, il fait très bien son job qui par ailleurs ne consiste pas à répondre aux pinailleries des gourous de la Terre plate. Sur l'un des documents officiels concernant le satellite, document par ailleurs librement consultable en ligne, il est indiqué que Discover observe en permanence la surface éclairée de la Terre sur une amplitude allant de 165 à 178 degrés. En soi, c'est déjà énorme. Mais ça ne suffit pas à observer simultanément 2 points antipodaux ou presque. Et encore une fois, on s'en fiche puisque ce n'est absolument pas ce pourquoi il a été conçu. Chapitre 7. À propos de la réfraction. Si, comme je vous l'ai conseillé, vous avez visionné les vidéos intitulées « Terre plate à propos de la réfraction » ainsi que « Le Soleil et la platosphère, une autre perle d'inculture » de l'Observatoire du Plat, une partie de ce chapitre ne sera pour vous qu'une simple redite. Et vous constaterez que le titre de ma vidéo n'a rien de mensonger. Laurent ne fait que recycler des démonstrations en carton. Si vous ne les avez pas vues, tout d'abord je vous conseille à nouveau de mettre la vidéo sur pause et de prendre un peu moins de 25 minutes de votre temps pour aller les voir. Si vraiment vous avez la flemme, alors je vous en fais un résumé. Mon éminent confrère démontre factuellement que Laurent se foire à 3 reprises. D'abord, il compare des webcams 2 par 2, mais en ne tenant compte que de la longitude et jamais de la latitude. Ensuite, conscient de sa bévue, il cherche des webcams situées dans des lieux opposés aussi bien en termes de latitude que de longitude. C'est comme ça que nous nous retrouvons systématiquement dans la péninsule ibérique d'une part et dans l'île du nord de la Nouvelle-Zélande d'autre part. Bah oui, des zones quasi antipodales, habitées et dont les plages sont filmées en permanence, il n'y en a pas des centaines. Dans cette pseudo-démonstration, Laurent met au défi ses contradicteurs de trouver des preuves qu'un phénomène optique assez connu, nommé la réfraction atmosphérique, permettrait d'une part de retarder l'heure apparente de coucher du Soleil, et d'autre part d'accélérer l'heure de son lever. Manque de bol pour lui, le site dont il se sert comme référence pour étayer ses propos consacre tout un chapitre sur la réfraction atmosphérique et son importance pour calculer les heures de coucher et de lever du Soleil. Dans un troisième temps, Laurent admet l'existence de la réfraction, mais nie son incidence sur la visibilité des objets situés à l'horizon. Puis il se perd complètement dans ses calculs pour déterminer les heures exactes de lever et de coucher du Soleil. Vous voilà à jour. Dans la vidéo dont il est ici question, Laurent décide de rétro-pédaler à propos de la réfraction et en nie à nouveau jusqu'à l'existence. Le tout par un vulgaire homme de paille doublé d'un argument que j'ai déjà mis en évidence dans la perle d'huître numéro 11. À savoir, ouvrez les guillemets, j'y comprends rien, donc c'est faux, fermez les guillemets. Lorsque mon confrère de l'Observatoire du Plat lui fait remarquer que sa vidéo ne démontre strictement rien, Laurent rétorque, je cite, que concernant la réfraction, il nous est impossible de la prouver. Je pourrais lui démontrer, preuves à l'appui, qu'il se trompe. Mais quelqu'un d'autre l'a déjà fait, il y a plusieurs années. Et il vous a en outre indiqué plusieurs expériences très simples à faire chez vous pour constater par vous-même que la réfraction existe. Vous connaissez Olivier Joseph ? Si ce n'est pas le cas, arrêtez tout de suite cette vidéo et allez voir les siennes. Chacune d'entre elles est une véritable pépite. Saviez-vous qu'à partir d'un simple verre rempli d'eau colorée et d'un pointeur laser, il était possible d'expérimenter par soi-même la réfraction sous différents angles ? Qu'un simple fer à repasser suffisait à dévier des rayons lumineux ? Ou que de l'azote liquide permettrait de faire réapparaître des objets masqués par, entre guillemets, l'horizon ? Bon, concernant cette troisième expérience, il faut s'en donner les moyens, mais les 2 premières sont parfaitement reproductibles chez vous. Et contrairement à la perspective magique des platistes qui fait disparaître des objets par le bas, la réfraction c'est une réalité tangible, somme toute facile à vérifier. Chapitre 8. En parlant de sophisme, pour appuyer son propos, Laurent change complètement de sujet, en tirant éhontément de leur contexte les paroles de 2 navigateurs, et ce pour interpréter leurs propos à sa propre convenance. Un tour du monde en bateau, c'est très très simple. Hein. Oui. On descend l'Atlantique, on tourne à gauche à chaque fois, et puis on tourne. Comme si on faisait le tour d'un lotissement. On tourne à gauche en il faut toujours tourner à gauche. Si on hésite à un moment donné, il faut tourner à gauche. Ça, c'est extraordinaire, ça. Non, alors, vous voulez faire le tour du monde, vous tournez toujours à gauche. Voilà, exactement.
dans l'hémisphère nord, quand on navigue proche du solstice d'été, pendant l'été, proche du 50e parallèle nord, on va non seulement avoir une clarté beaucoup plus longtemps, mais on va même voir la clarté du soleil derrière l'horizon toute la nuit. Ce que je n'ai jamais vu dans l'hémisphère sud, dans les 50e sud. C'est dégueulasse. Ce n'est pas seulement de la malhonnêteté, c'est de la malveillance pure et simple. Je me demande ce que François Gabard et Hervé Riboni diraient en voyant leurs paroles détournées de la sorte. Chapitre 9. Quelques incohérences. Je suis à la fois assez fier de ce mot valise et en même temps un peu honteux. Je présente donc à l'avance mes excuses à l'une de mes amies, touchée malgré elle par ce jeu de mots facile, alors que son seul tort, si je puis dire, est d'être l'homonyme féminine de notre drôle d'oiseau aptère. J'espère qu'elle me pardonnera. Première incohérence. Les coordonnées des caméras, et plus particulièrement les données de latitude. Si vous avez suivi ma chaîne depuis le début, vous avez déjà vu la vidéo intitulée « Coordonnées et repères géographiques ». Sinon, vous n'avez aucune excuse parce que je l'ai déjà mentionné dès le chapitre 2 de cette vidéo-ci. Tiens, je vais faire comme Defecator, je vais vous proposer un petit jeu, sous forme de points à accumuler. La latitude donc. Vous l'avez ? Voilà. Parler de latitude sur un disque, ça n'a absolument aucun sens. La latitude, c'est une mesure d'angle, tout comme la longitude. La longitude, on peut la mesurer en plaçant le centre du rapporteur sur l'un des pôles de la planète, donc ça fonctionne avec le disque si on ne tient compte que du pôle Nord. Il est parfaitement possible de mesurer la longitude sur une Terre en forme de disque. Là où ça se complique avec la latitude, c'est que le centre du rapporteur correspond à celui de la Terre, le degré 0 à l'équateur et les degrés 90 à chacun des pôles. Mais vous aurez beau tourner votre rapporteur dans tous les sens, avec un disque, ça ne fonctionnera pas. Or, même les platistes utilisent la latitude. Si vous avez trouvé la réponse, vous gagnez un point parasol. C'est que Laurent, en nous envoyant vérifier des trucs à l'autre bout de la Terre, il m'a donné des envies d'évasion. En Nouvelle-Zélande, en plus, c'est l'été, alors qu'ici, à l'heure où j'écris ces lignes, on se les gèle. Deuxième incohérence. La partie éclairée de la Terre, si celle-ci était un disque, et ce, aux dates mentionnées, à savoir le 11 novembre et le 17 décembre, donc à l'approche de l'été austral. Je vous laisse quelques secondes pour visualiser. Et voilà. Si vous aviez compris que le Soleil éclairait apparemment l'ensemble du disque sauf une zone bien délimitée, et ce sans qu'on sache comment ni pourquoi, vous gagnez un nouveau point parasol. Troisième incohérence. Dans les observations des levées et couchers de soleil respectivement à Cadix et à Auckland, les directions d'observation du Soleil sont respectivement l'est-sud-est en Nouvelle-Zélande et l'ouest-sud-ouest en Espagne, et ce au même moment. Je vous laisse donc une carte de Postel pour imaginer ce que cela implique. N'oublions pas, dans le monde des platistes, il n'y a qu'un seul pôle nord et une infinité de pôles sud, c'est mathématique. Donc à partir du moment où une aiguille indique le nord, son opposé indiquera le sud. Commençons donc par tracer deux demi-droites partant toutes deux du pôle nord, et passant respectivement par Auckland et Cadix. Plaçons ensuite deux roses des vents, l'une à Auckland, l'autre à Cadix. Le nord de chacune d'entre elles étant orienté vers le pôle nord géographique. Mesurons ensuite la direction du soleil à son lever en Nouvelle-Zélande et à son coucher en Espagne. Que constate-t-on ? Eh bien, soit que le soleil est ubiquiste, soit il a au moins un jumeau que malheureusement personne n'a jamais pu observer. Si vous aviez constaté la même chose, vous gagnez un point parasol. Quatrième et dernière incohérence. Et oui, il n'y avait que 4 points, je n'ai pris la décision de ce petit jeu qu'au moment de finir le script de cette vidéo. Laurent montre des vidéos dans lesquelles le soleil se lève, et d'autres dans lesquelles il se couche. C'est tout. Bon, là c'était facile, sur une Terre plate, le soleil est toujours au-dessus du disque. Il ne peut en aucun cas passer sous l'horizon. Tout au plus pourrait-il s'éloigner et changer de taille apparente, mais ça ne correspond pas à la réalité observée. Et avant de me parler de perspective, je vous invite à ouvrir un dictionnaire et à prendre connaissance de la définition réelle de ce mot. Si vous suivez ma chaîne, vous constaterez que je n'ai fait que me répéter. Mais il me semble que l'information ne soit pas encore passée. Si vous aviez relevé cette incohérence, vous gagnez un point parasol. Le jeu est terminé. Et si vous avez eu les 4 points, félicitations, cela signifie que je n'ai strictement rien à vous apprendre. Dans le cas contraire, je n'ai de toute façon pas à vous juger, mais je ne peux que vous conseiller d'apprendre à reconnaître les gourous, les bonimenteurs, les escrocs et autres beaux parleurs en tout genre. Conclusion. Ah, Laurent, personnellement des platistes j'en ai croisé des tas.
Il faut bien l'admettre, la plupart n'étaient pas très intelligents. Ou à tout le moins, ils ne possédaient pas le bagage scientifique nécessaire pour appréhender la réalité. Mais toi, tu es un mystère. Vu les échanges qu'on a pu avoir, j'ai pu constater que tu n'étais pas l'un de ces branquignoles à la cervelle d'huître. Tu sembles même avoir une culture générale que la plupart des platistes n'ont pas, même si tu ne l'utilises pas. Dès lors, pourquoi t'enfermer dans un modèle dont il est avéré qu'il ne tient pas la route? Pourquoi t'entêter à contredire, en pure perte, la seule représentation du monde qui soit en totale adéquation avec la réalité? Pourquoi garder la tête dans le sable?